Alors, l'objectif général du cours est de fournir une description des principales contraintes qui sont liées aux lois de conservation de l'énergie et régulant le climat de la Terre, en allant d'une vue globale du système climatique de la Terre à des processus qui soient de plus en plus détaillés. Alors, voici un sommaire des éléments que nous allons discuter ici. Alors, d'abord, nous allons rappeler quelques généralités sur l'atmosphère et l'océan. Nous allons d'abord donner une vue globale des processus radiatifs, puis nous dirons un mot à propos de l'histoire des climats du passé. Enfin, nous discuterons de façon macro le concept de stabilité climatique. Alors, cette première partie porte sur les processus globaux et quelques éléments historiques. On va considérer la planète vue dans son ensemble. Alors, le mot climat vient du grec ancien climat, qui signifie littéralement inclinaison de la Terre vers les pôles. Lors du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le polymathe et l'ancien conservateur de la bibliothèque d'Alexandrie, Ératosthène de Cyrène, que vous voyez ici représenté en peinture par Strozzi, a calculé avec une erreur négligeable l'obliquité de l'écliptique, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de rotation du globe terrestre comparé à son axe de rotation autour du Soleil. Le travail éclectique d'Ératosthène va de la science à la philosophie, en passant par la poésie, et il est toujours partiellement accessible pour information. Le système climatique est composé d'un grand nombre de sous-composants qui sont liés par différents processus, dont des échanges énergétiques qui jouent un rôle essentiel. Alors la figure que vous voyez là est un schéma moderne de cette idée ancienne finalement d'un système climatique qui est organisé en un large nombre de sous-composants et en différentes sphères qui sont liées par différents processus énergétiques. L'atmosphère ainsi est la sphère de la vapeur, littéralement d'après l'étymologie grecque. L'hydrosphère fait référence à la sphère de l'eau, de la même façon la cryosphère est la sphère de la glace, et puis la géosphère est la sphère de la terre. D'autre part, le mot biosphère a été inventé au XXe siècle par un scientifique russe, donc Vladimir Vernadsky, qui d'ailleurs a travaillé à Sorbonne Université et qui signifie littéralement la sphère de la vie. Donc finalement cette figure illustre la complexité du système climatique terrestre, qui est caractérisé par des échanges énergétiques qui sont finalement le fil conducteur de ce cours. Et au-delà de la signification étymologique, on peut définir le mot climat comme l'ensemble en fait des statistiques qui décrivent l'état du système climatique dans un lieu donné et sur une échelle de temps définie. Et il est important de noter que le terme statistique ici ne signifie pas nécessairement moyen, moyenne. De plus, le concept de risque est intimement lié à la définition de climat et peut être défini comme un résultat qui a une probabilité d'arriver avec justement une probabilité non nulle. Voilà, donc la notion d'échelle de temps, elle est clé pour ce sujet complexe, qui est donc très dépendant en fait d'un contexte donné. Et en raison de la complexité en jeu, la science du climat n'a pas véritablement de nom défini, elle est aussi bien désignée par le terme physique du climat que climatologie, sciences de l'environnement, géosciences, ou encore souvent par sciences de la Terre, sciences de l'atmosphère et de la planète. Alors ici, nous avons une jolie vue qui était prise d'un ballon, de la part qui était prise par les travaux d'un chercheur du LMD qui est François Danis, laboratoire de météorologie dynamique qui est rattaché à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et on voit en fait, avec une certaine beauté d'ailleurs, l'atmosphère qui a en fait une épaisseur de 100 km, mais qui a la spécificité d'avoir en fait 99% de sa masse dans les 20 premiers kilomètres. Et dans ce cours, nous focalisons vraiment sur la partie inférieure de la stratosphère, donc en dessous de 20 km, là où l'atmosphère a une masse. Au-dessus de la stratosphère, on peut aussi distinguer la ionosphère, donc dans la sphère des ions, littéralement, et qui concerne les radiations autour des objets célestes. Donc ici, nous pouvons voir sur les schémas, en fait, les moyennes, notamment à gauche, les moyennes mensuelles des précipitations sur le mois de juillet pour la décennie 88-99, donc avec une carte qui montre en fait une circulation atmosphérique organisée, extrêmement organisée, avec un système qui se déplace d'ouest en est
Et puis le schéma de droite, eh bien, il montre ce qu'on appelle les cellules de Hadley, avec de l'air chaud, tout simplement qui s'élève au niveau de l'équateur où finalement les cellules perdent leur eau et de l'air frais qui redescend, ainsi qu'une ceinture désertique au niveau des continents. Et plus précisément, en fait, les cellules de Hadley, elles font référence à un mouvement qui est assez lent de l'atmosphère, sur un plan méridien, donc avec une ascendance près de l'équateur et de l'air qui redescend près des régions subtropicales. En moyenne annuelle, cette circulation elle est nourrie par une convergence d'air dans les basses couches autour de la région équatoriale et par une divergence plus haut dans l'atmosphère de cette même zone. Le moteur de cette circulation il vient du chauffage intense des régions équatoriales qui reçoivent davantage d'énergie solaire. Et ce chauffage plus intense crée une dilatation de l'atmosphère aux basses latitudes, dont l'effet accumulé induit un gradient de pression qui est accentué dans les hautes couches de l'atmosphère. Et si on considère l'atmosphère dans son plan méridien, on peut aussi diagnostiquer cette situation comme génératrice de vorticité, car les gradients de pression et de densité ne sont plus alignés. Du coup, la densité de l'air varie en latitude, et pas seulement avec l'altitude. Et malgré la faible vitesse du flux méridien, donc les vents sont beaucoup plus violents dans la direction ouest-est, les cellules de Hadley jouent un rôle essentiel dans la climatologie des régions intertropicales. Les zones d'air ascendant sont des zones de précipitation, du fait de la diminution rapide du niveau de saturation de la vapeur d'eau atmosphérique en allant plus haut dans une stratosphère qui se refroidit avec l'altitude. Et le mouvement saisonnal des cellules de Hadley s'accompagne en fait de phénomènes climatiques qui sont majeurs dans la région équatoriale, à savoir une alternance entre les saisons sèches et les moussons humides. Les cellules de Hadley jouent un rôle majeur dans le système climatique, car elles transportent l'excédent d'énergie des régions équatoriales vers les pôles, et les latitudes limitant le domaine des cellules de Hadley au nord et au sud sont donc en fait des indicateurs majeurs des zones climatiques à la surface de la Terre. Alors, cette figure est une représentation, un schéma des cellules de Hadley, tiré d'un célèbre ouvrage de Oort et Peixoto. Sur l'axe des ordonnées, donc en Y à gauche, nous avons la hauteur caractérisée en décibars. Au centre, les lignes sont une représentation de la masse de la troposphère. Et sur l'axe des Y à droite, nous avons la vision en latitude, avec 3 échelles de temps différentes, la moyenne annuelle, l'hiver, donc décembre, janvier, février, l'été qui est juin, juillet, août. Et puis les lignes horizontales donnent les latitudes. Donc en fait, ce qu'on a, c'est la fonction de courant du flux méridien, avec un flux qui est moyenné sur les longitudes et sur le temps, qui est représenté sur ce diagramme altitude-latitude. Et pour précision, bien sûr, les abscisses sont exprimées en degrés de latitude et les altitudes sont exprimées en décibars, comme nous l'avons dit. Donc les lignes de courant sont aussi dites isofonctions, sont par définition parallèles au flux, et dans le cadre d'un flux moyen stationnaire, nous pouvons considérer que le flux est entre les isolignes. Et les valeurs des fonctions de courant, elles sont exprimées en taux de flux de masse, l'unité c'est 10 puissance 10 kg par seconde, et entre les deux isolignes séparées de 10 puissance 10 kg par seconde, c'est-à-dire 10 puissance 10 kg d'air chaque seconde, ce qu'on voit dans ce diagramme, encore une fois, de haut en bas, on a effectivement bien 3 situations. On a la moyenne annuelle du flux, qui est caractérisée par une symétrie approximative par rapport à l'équateur. Deuxième diagramme, la moyenne pour l'hiver boréal, donc comme on l'a dit, décembre, janvier, février, avec une ascension principale qui est déplacée de l'équateur vers l'hémisphère sud. Et puis on voit la moyenne tout en bas pour l'été boréal, donc juin, juillet, août, avec une ascension principale qui est déplacée vers l'équateur, vers l'hémisphère nord. Alors ici, nous avons une image de la circulation atmosphérique vue par le radar satellite TRMM, qui fournit une vue instantanée de la Terre. On a ici une image de synthèse pour démonstration qui est fournie par la NASA. Et en fait, les échos radars qui sont provoqués par la présence d'eau condensée montrent un air qui est ascendant. Et on remarque ici que même sur cette image instantanée, qui correspond au mois de juillet, il y a une opposition entre les régions intertropicales et extratropicales. Les zones en fait intertropicales, elles sont caractérisées par des zones d'air ascendant, essentiellement près de l'équateur, et des zones d'ascension de l'air plus fréquentes autour de 30 degrés nord et 30 degrés sud. Les régions extratropicales sont caractérisées par des perturbations où l'air effectue une ascension le long des structures en spirale qui font plusieurs milliers de kilomètres. Alors ici, nous avons l'une des premières cartes thématiques, c'est la carte des alizés d'Edmund Halley,
qui date de 1686, et donc cette carte est le résultat d'efforts très importants à cette époque. Il faut savoir qu'elle était un capitaine de navire militaire, un spécialiste des sciences de la Terre, et également un célèbre astronome. D'ailleurs, après sa mort, une comète a effectué un passage au moment exact prévu par ses calculs. Juste encore quelques ordres de grandeur en ce qui concerne l'atmosphère et l'océan. Alors pour l'atmosphère, la hauteur est de 20 km, c'est-à-dire que en fait, l'atmosphère est une fine couverture autour de la Terre par rapport à son rayon. La capacité thermique, d'autre part, notée CP ici, est en fait une métrique qui permet de mesurer la chaleur à transférer à un corps pour augmenter sa température d'1 degré. Et donc la capacité thermique est reliée à la masse. Elle représente la capacité d'absorption d'énergie par kilogramme. Et nous notons aussi que la densité de l'atmosphère n'est pas particulièrement légère pour un fluide, donc c'est 1 kg par mètre cube, qui est donc un ordre de grandeur non négligeable. L'océan est par ailleurs le chronomètre du climat d'aujourd'hui. Sa profondeur, donc 3,8 km, est très inférieure au rayon de la Terre, qui fait lui 6371 km. L'atmosphère est responsable de la géographie de la Terre, il transporte de façon très rapide, avec une vitesse moyenne du vent de 10 mètres par seconde, une quantité d'énergie qui est inférieure à celle de l'océan, qui au contraire transporte lentement, avec une vitesse moyenne de surface de 0,01 mètre par seconde, une plus large quantité d'énergie. L'océan est en quelque sorte un monstre lent. Et évidemment, la masse volumique de l'océan est 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère, avec une masse de la colonne qui est environ 400 fois plus forte pour l'atmosphère que pour l'océan.